On a 45 minutes chrono parce que derrière, il y a beaucoup de choses encore à dire. Vous le savez, 45 minutes, c'est un peu court, donc on ne va pas bouger le monde à nous quatre, à nous cinq en tout cas, mais l'idée c'est que vous puissiez ensuite aller à la rencontre de mes 4 intervenants, si vous le souhaitez, d'avoir des pistes déjà sur la manière de les aborder. Je vous laisse vous installer. Je vais commencer avec vous, Marlène Dolvec, puisque quand on parle performance économique et écologique au territoire, au service des territoires, vous transformez un petit peu la phrase en disant que la décentralisation et la responsabilité sociétale et environnementale est finalement au service des territoires, mais parce que la SNCF, c'est dans son ADN. C'est ce que vous m'avez tout de suite expliqué en parlant que la décentralisation et le maillage vous permettaient de manière obligatoirement d'aborder ces questions-là immédiatement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que vous êtes à la tête quand même de 3000 gares sur ce territoire, mais aussi de leur commercialisation. Donc on peut dire que vous avez une vue synoptique, comme on dit, plutôt intéressante. Donc prenons de la hauteur avec vous et recentralisons ensuite sur la Bretagne. Alors là, merci. Déjà, je suis ravie d'être dans ce pays breton. Je n'en suis pas citoyenne et j'en suis désolée, mais j'ai quand même vécu 1 an à Bretagne, à Fougères, donc peut-être que j'ai peut-être droit à un tout petit passeport. Voilà. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous. Oui, Gares et Connexions, ce sont les 3000 gares françaises et évidemment, l'empreinte territoriale est extrêmement importante pour nous. Mais aujourd'hui, cette table ronde, c'est vraiment toutes ces conciliations, performance économique, l'écologie, les territoires, et finalement, c'est trouver tous ces équilibres qui sont absolument nécessaires, plus que jamais nécessaires, parce qu'il y a un vrai momentum aujourd'hui, évidemment, momentum avec les sujets géopolitiques, ça a déjà été abordé aujourd'hui, avec l'urgence climatique qui s'est exacerbée et dont tout le monde est absolument convaincu aujourd'hui, particulièrement post-crise Covid. Je trouve que la prise de conscience, évidemment, était extrêmement forte. Et puis cet été, qui a été quand même très particulier, nous, dans les gares, on a vécu de très fortes chaleurs, un plan eau, un plan renfort eau qu'on n'a jamais mis en place. On a eu des feux, on a eu vraiment ces inondations. Ça a été un été quand même extrêmement particulier. Donc on sent bien qu'il y a un momentum à concilier finalement toutes ces performances. Il y a un consensus évident, le GIEC, le rapport RTE et puis tous les jeunes dans la salle qui nous poussent absolument à aller vers toutes ces transitions. Et puis moi, ce dont je suis convaincue, mais à la fois à titre personnel et à la fois en tant que dirigeante, c'est qu'il faut faire preuve d'exemplarité. Alors comme je dirige une boîte publique, vous allez vous dire, elle est en train de dire exactement ce que dit le président de la République, mais bon, c'est un peu mon rôle en tant que dirigeante d'une entreprise publique, mais l'exemplarité, j'y crois. Alors évidemment, l'exemplarité, c'est à titre individuel, alors moi, je le dis d'autant plus naturellement que je ne suis pas une écolo native. Je me suis convertie, je suis totalement convaincue aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la première fois cet été que j'ai débranché mes appareils électriques avant de partir en vacances. Mais en tant que dirigeante d'un groupe, d'une société anonyme qui est Gares et Connexions, là, je crois que c'est extrêmement important de s'engager effectivement sur tous ces sujets, avec exemplarité. C'est le rôle de tous les dirigeants que nous sommes, tout ça avec beaucoup de coopération et de volontarisme. Et dans l'exemplarité pour les gares, pour le groupe SNCF, évidemment, il y a 2 sujets. Il y a les territoires, et on travaille à lutter contre l'archipélisation de la société et en faire en sorte de donner de plus en plus envie de gares dans nos territoires et de les rendre plus vivantes. Mais c'est aussi donner envie de gares pour donner envie de prendre le train, moyen de transport décarboné, écologique, vous le savez tous. D'ailleurs, nos clients les Français sont partis en train très fortement cet été. Mais au-delà, finalement, d'avoir cette matière première intrinsèque qui est le train pour cette entreprise, finalement, qu'on a envie de promouvoir. Le président Farandou parle de doubler la part modale du ferroviaire, d'investir très fortement dans le ferroviaire. Les gares, on est à l'intersection aussi de 2 secteurs, donc le transport, dont je parlais, le ferroviaire, mais aussi toute l'intermodalité ferroviaire qui est finalement autour de la gare, et puis le bâtiment, parce que les gares, les 3000 gares françaises, c'est 10 millions de mètres carrés de surface. Ce sont des bâtiments, ce sont 350 gigawatts. Donc, c'est toutes ces réflexions sur l'énergie. Dans notre plan stratégique en janvier 2020 à la création de cette SA, moi, j'ai souhaité qu'on soit le spécialiste de la gare verte avec les sujets de réduction d'énergie, de sortie du fuel, aller vers le mix énergétique,
le mix énergétique en créant de l'énergie renouvelable, et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour installer des panneaux photovoltaïques qui nous permettront à horizon 2030 de produire autour de 200 gigawatts d'électricité, qui nous permettent d'avoir à peu près notre autoconsommation, une partie de notre consommation énergétique, mais quasi toute. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Et puis toute l'intermodalité autour. Donc c'est vraiment tous ces sujets qui vont être exacerbés par cette crise. Voilà, quand on lit la presse hier matin, est-ce qu'on va avoir de l'électricité cet hiver? Ce matin, c'était les sujets de gaz. Donc on est en train de... Enfin, moi, hier soir, avec mes collaboratrices, on était déjà en train d'imaginer combien de pulls on allait acheter à 19 degrés, parce que voilà, on a pris des décisions très fortes de ne plus chauffer nos locaux au-delà de 19 degrés. La climatisation tout l'été, on a bloqué à 26 degrés. Enfin, tout ça fait qu'il y a aussi de l'action et de la mobilisation. Donc le groupe SNCF, c'est extrêmement large, les sujets sont très larges. Moi, je me focus sur les gares, mais c'est vrai que tous ces sujets territoires, ce maillage territorial, c'est intrinsèque et c'est cœur. La proximité, c'est évidemment notre ADN. Et l'urgence climatique, on a fait un sujet majeur. Mais c'est pas parce qu'il y a cette crise majeure qu'on accélère, évidemment, on accélère, mais ça faisait évidemment partie... des actions déjà que l'on mène depuis maintenant 2 ans et demi, la création des 7 sociétés anonymes du groupe SNCF. Vous avez dit déjà beaucoup de choses, Marine Dolnbeck, c'est intéressant. Non, mais c'est très bien, parce que pour le coup, on va tirer certains fils, pas tous, effectivement, vous avez raison. Mais de partir de ce maillage territorial, c'est quand même une capillarité qui est intéressante pour tirer sur ce sujet dont on va parler de performance économique et écologique. Je me retourne vers vous, Hélène Cheviré. Puisque les gens ne connaissent peut-être pas Carbone 4, qui est un cabinet en stratégie climatique. Par contre, les gens connaissent très bien, je pense, les têtes pensantes qu'il y a au-dessus de Carbone 4, puisque c'est M. Grandjean et M. Jancovici. On les entend beaucoup dans la presse, notamment M. Jancovici, qui sont peut-être parfois envisagés surtout comme des lanceurs d'alerte et puis... des oiseaux un peu sinistres, comme peuvent l'entendre les entreprises. Pourtant, ces chiffres-là sont les chiffres rapportés aussi pour le GIEC. Monsieur Jancovici est l'inventeur du bilan carbone. Vous êtes un autre maillon de la chaîne. Vous n'êtes pas là pour pointer les entreprises et les bons élèves et les mauvais élèves, mais plutôt en fait pour poser ces chiffres et permettre de les confronter aux besoins de performance aussi économiques et au souhait de développer et de continuer des stratégies de RSE dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que c'est quand même un cabinet qui existe depuis 15 ans, si j'ai bien compris, comment vous travaillez avec les entreprises justement pour casser un peu cette vision binaire et parler de performance économique et écologique? Très bien, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc le Carbone 4 est un cabinet de conseil, comme vous l'avez dit, qui va demain ouvrir son agence Grand Ouest, puisqu'elle s'ouvre à Rennes dès demain. Donc on avait une agence à Paris, une à Lyon, une à Toulouse, et donc très très heureuse aussi de contribuer à apporter notre petite maigre pierre à l'édifice. La mission de Carbone 4, elle est double. Elle sert des organisations. Donc des organisations, ça peut être des entreprises, ça peut être des collectivités, des fédérations, des associations. Et on aide à la fois nos clients à comprendre leur impact sur le climat et à essayer de diminuer cet impact. Et là, je rejoins cette notion d'exemplarité que vous avez citée tout à l'heure. En effet, il y a bien ce sujet de chacun faire sa part. Les États se sont engagés lors de l'accord de Paris. Les individus, les entreprises ont aussi... envie de faire leur part, donc on les aide à faire leur part de ce travail d'atténuer leurs émissions. Et puis, on les aide aussi à autre chose, puisque la dérive climatique est déjà là. Les événements de l'été l'ont montré particulièrement en France. Et on les aide aussi à se préparer à cette dérive, puisque cette dérive climatique, elle peut permettre de générer des risques ou des opportunités pour les entreprises. Et donc, on les aide à décrypter en fonction de leur positionnement, en fonction de leur marché, de leurs offres, de leurs produits, de leurs fournisseurs. Quels sont les risques, quelles sont les opportunités de la transition énergétique pour elles?
Donc dans le sujet de la décarbonation, de diminuer le gaz à effet de serre et notamment des mobilités, dont parlait Madame Dolvec, comment les chiffres du GIEC du coup sont posés auprès des entreprises, notamment en Bretagne, si vous avez des chiffres peut-être pas bretons, mais qui permettent de dire, d'appuyer un petit peu sur cet aspect-là. Alors, j'ai des ordres de grandeur en tête, pas forcément des Déjà bien. chiffres précis. Je n'ai pas la mémoire de Jean-Marc Jancovici de ce côté-là. Le secteur des transports, c'est environ 30% des gaz à effet de serre en France. C'est plus que ce que c'est dans le monde, où c'est plutôt seulement 25%. Et ce secteur est très carboné puisque historiquement, on a beaucoup de véhicules thermiques, que ce soit des voitures ou des camions, qui nous permettent d'assurer l'ensemble de nos mobilités. Donc, en effet, la France a cette énorme dépendance et quand on travaille avec nos clients, on peut les aider soit à décarboner leur propre flotte de véhicules selon leurs besoins spécifiques. C'est pas la même chose que de décarboner des véhicules de commerciaux, que des voitures techniques, que des camions, des camionnettes. Et donc, il y a des stratégies différentes en fonction des technologies et des usages. Donc, il ne faut surtout pas être monolithique. Il faut être plein de nuances quand on aborde ces sujets-là. Et on peut aussi aider des entreprises, non pas à travailler sur leur flotte elle-même, mais à comprendre aussi leur vulnérabilité ou leur exposition à leur supply chain et à la logistique de leur supply chain. Voilà, il y a beaucoup d'exemples encore cet été, des difficultés d'approvisionnement sur le Rhin. Donc évidemment, ça touche le logisticien, mais ça touche aussi toutes les entreprises dépendantes. Et donc, en travaillant sur ces cartographies-là avec nos clients, on les aide à ce qu'ils puissent mettre en place les mesures les plus adaptées pour eux, et évidemment dans cette logique de performance économique, c'est-à-dire avec les mesures qui sont à la fois les plus efficaces et les moins chères. À la fois, ce sont même des économies qui peuvent être réalisées. Quand on s'est eu au téléphone, Marlène Dolvec, il est évident d'une chose, c'est que quand on parle de maillage territorial, de travail sur la décarbonation, mais aussi sur le changement de comportement sur les mobilités, sur la proximité, on ne travaille pas seul, on travaille forcément avec les collectivités. Là, on a notre vice-président pour la Bretagne. Maintenant, vous êtes à la tête au niveau France. J'imagine que les relations doivent être très serrées, effectivement, avec chacune des régions avec qui vous travaillez sur le moindre projet, le moindre sujet qui engage les questions de mobilité ferroviaire. Alors c'est d'autant plus serré que c'est quand même eux qui sont fortement financeurs du système. Donc moi, ceux qui financent, généralement, je les traite quand même très bien et on coopère parfaitement. Il faut quand même se redire que dans le système de la gestion d'infrastructures, qu'il y a une gare, il y a une forte partie du financement, et notamment sur les gares régionales, qui vient des régions. Donc, et de toute façon, cette coopération institutionnelle, que ce soit avec les collectivités territoriales, avec l'État, avec les régions, elle est absolument fondamentale, parce que c'est quand même pas une vision de Paris qui va permettre de se dire il faut faire ça ou ça à tel endroit. Voilà, hier on parlait de Morlaix à table. Eh bien Morlaix, ça a tout un tas de caractéristiques, et c'est bien les directions régionales qui sont à la manœuvre et chacune des régions. Donc oui, évidemment, c'est absolument stratégique de travailler en coopération, et ça se passe plutôt bien d'ailleurs. Enfin, j'espère que vous allez dire ça, Michael. Alors justement, Michael Carnez, c'est pas si courant dans les autres régions de France. Pour le coup, vous êtes en charge du climat et de la mobilité, donc deux termes qui ont été accolés très très volontairement, évidemment ensemble, et surtout vous êtes premier vice-président. Ça veut dire qu'en termes de vision politique au niveau de la région Bretagne, vous pouvez à tout moment, au niveau de l'exécutif, ça veut dire que climat et mobilité sont des sujets extrêmement prégnants qui vont atteindre, on va dire, et jouer sur l'ensemble des autres compétences et d'autres délégations. Pourquoi ce choix, justement, d'avoir accolé climat et mobilité? C'était une évidence? Je ne sais pas si c'était une évidence, mais pour la Bretagne, oui. Mais c'est une singularité. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres premiers vice-présidents en charge du climat, des mobilités, des infras et des ports, puisque c'est ma délégation. C'est évidemment un choix éminemment politique que de lier, certes, les mobilités et le climat, mais de confier cela à un premier vice-président, c'est de lui demander tout simplement, dans une équipe qui est la nôtre, que d'animer ce qu'on appelle la transversalité et de faire en sorte que pour chaque mission, chaque délégation, les problématiques climatiques, de transition écologique, d'économie d'énergie soient regardées. Et donc on appréhende évidemment l'ensemble des sujets, qu'on parle de lycée, qu'on parle de bien manger pour tous, qu'on parle évidemment de mobilité. On parle de ces sujets. Donc oui, elle est singulière cette délégation, mais je crois qu'elle est
éminemment politique, et en tous les cas, c'est un choix extrêmement fort qui a pu être fait par Loïc Chagnanet-Girard, notre président, que de me confier cette délégation. Et quelque part, c'est un message qui est adressé aussi aux Bretonnes et aux Bretons en leur disant quel est le champ de préoccupation des élus du Conseil régional de Bretagne. Et ensuite, comme on a une responsabilité, pour citer ce que disait Jean-Yves Le Drian, que je salue, d'assemblier, d'animation, de coordination, d'animer, je dirais, les démarches dans les territoires et de faire en sorte qu'au cœur des territoires, c'est un peu comme pour la SNCF avec les délégations régionales, nous au cœur des territoires, avec l'ensemble des collectivités, dans une discussion rapprochée avec les départements, mais aussi et surtout aujourd'hui avec nos intercommunalités, on puisse appréhender l'ensemble de ces problématiques de manière transversale sur le champ de toutes nos compétences. Donc c'est une stratégie de terrain, une stratégie extrêmement ciblée, d'où la création de ce Haut Conseil breton pour le climat. Il y a un Haut Conseil pour le climat national, mais nous, on a aussi notre Haut Conseil. En quoi il était impératif de créer pas cette institution, mais cette cellule qui vous permet du coup d'agir, j'imagine, plus vite d'un point de vue régional sur les mobilités et le climat? Alors c'est aussi une singularité. Bon, c'est le seul qui existe aujourd'hui en France. Il a été préfiguré, c'est-à-dire qu'au moment où un certain nombre de sujets de préoccupation ont pu être évoqués, ce qui a été appelé la Braille-scope à l'époque, c'est-à-dire de fixer un certain nombre de trajectoires de développement durable. Il y a eu des experts qui ont été, je dirais, mandatés pour donner un certain nombre d'avis sur des sujets extrêmement précis en matière de trajectoire en particulier, alors trajectoire de consommation, mais aussi sur les stratégies d'adaptation au climat et évidemment ce qu'il y a lieu de faire au cœur de nos territoires. Donc il y avait déjà des experts qui nous ont accompagnés, comme pour le Haut Conseil national finalement, c'est-à-dire une expertise reconnue et indépendante de scientifiques, d'universitaires qui viennent à un moment donné tout simplement apporter leur avis, leur regard, leur champ de préoccupation aux élus dont il revient de prendre la responsabilité de prendre un certain nombre de décisions. En ce moment, on a un président de la République qui est entouré de ses ministres. Ils n'ont pas une journée de formation, mais de sensibilisation au climat. C'est un peu la même démarche, si je puis me permettre, à un moment donné, que toute une équipe puisse recevoir des avis autorisés de cette nature. Et donc, on a franchi le pas. C'est vrai qu'on a délibéré, la preuve que c'était bien une urgence pour nous, puisque nous avons été élus en juillet dernier. En décembre dernier, on a adopté un rapport vraiment cadre, stratégique, sur l'ensemble de ces problématiques. Peut-être pas tant sur ce qu'il faut faire, parce que je crois que là, pour le coup, les lumières sont définitivement allumées, mais sur la manière de faire. Et les problématiques parfois de gouvernance sont au cœur de difficultés majeures. Et avoir un Haut Conseil breton pour le climat, c'est tout simplement reconnaître l'expertise, c'est tout simplement reconnaître la possibilité d'être critiqué. D'ailleurs, le Haut Conseil vient de nous remettre un avis sur notre stratégie d'adaptation, c'est ce que je disais. Donc on a un avis d'une 20aine de pages qui vient dire très clairement quelles sont les insuffisances, les manques. Et nous espérons que pour toute la suite de notre mandat, ce Haut Conseil qui peut soit se saisir d'un certain nombre de sujets de préoccupation, soit le Conseil régional peut le saisir aussi, nous aidera à avancer. C'est une institution, il en existe d'autres qui sont mieux connues et où le dialogue va devoir s'engager. D'un côté, vous avez des experts. Moi, je suis très attaché au dialogue avec la société civile. Nous travaillons tous de cette manière-là. On a un Césaire, évidemment, qui lui aussi a un champ de préoccupation et qui a la possibilité de s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets. Donc le Haut Conseil pour le climat va aussi travailler avec notre Césaire. Si je dis cela, c'est-à-dire qu'on veut mettre en lien et en relation directe des experts, des universitaires, l'ensemble de la société civile et, si je peux me permettre ici, l'ensemble des chefs d'entreprise de la Bretagne pour qu'on puisse travailler au mieux avec eux sur l'ensemble des sujets qui sont des sujets de préoccupation majeure pour nous. Alors j'imagine que vous avez quand même posé des objectifs chiffrés, notamment sur les énergies renouvelables, sur la mobilité, sur le climat. Quelles sont-elles, ces premiers objectifs? Je ne voudrais pas me tromper sur les chiffres, mais sachez d'ores et déjà que le rapport que nous avons adopté en décembre a adopté le principe de revenir sur les trajectoires que nous avions décidées il y a à peine 2 ans. C'est un acte fort politique qui est posé parce qu'au niveau européen, il y a eu le rapport du GIEC. L'Europe a revisité, vous savez, également ses objectifs. La France, au travers de sa stratégie nationale bas carbone, 3e saison, si je puis me permettre, va devoir revoir ses propres objectifs. Et nous, dans notre Stradette, on va devoir aussi revoir nos propres objectifs.
Objectif, évidemment, d'atténuation, objectif d'adaptation. Sur les trajectoires de gaz à émissions, les GES que vous avez évoqués tout à l'heure, pour les mobilités en Bretagne, c'est 27%. Pour la consommation d'énergie, c'est 36%. Donc les mobilités sont au cœur, évidemment, de ces problématiques. Donc on va devoir délibérer sur l'ensemble de ces sujets. Il y en a bien d'autres dans un SRADET, mais ce sujet-là est évidemment au cœur de nos préoccupations. Donc c'est une forte détermination politique, puisqu'il faudra appréhender un certain nombre de problématiques qui ne sont pas aisées. En Bretagne, il y a la problématique des mobilités. Évidemment, quand on évoque toutes ces questions d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, on vient regarder ce qu'est la situation de l'agroalimentaire et de l'agriculture. On vient regarder ce qu'est cette Bretagne, qui est une terre d'élevage. Et donc, il s'agit pour nous de discuter avec le gouvernement, de lui apporter évidemment la vision de la Bretagne, que de contribuer à la stratégie nationale bas carbone et que ce ne soit pas que descendant. C'est très important. Il faut que le gouvernement soit au cœur de la réflexion avec nous. Et puis, il y a des régions en Europe qui sont dépendantes, elles aussi, comme nous sommes très fortement dépendants de l'économie et de cette filière de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il y a des régions d'Europe qui sont très dépendantes de l'automobile. Nous le savons. Eh bien, des mesures d'exception ont été prises pour que ce ne soit pas que ces seules régions qui supportent finalement l'effort contributif qu'il faudra réaliser pour abattre les gaz à effet de serre. Pour la Bretagne, d'une certaine manière, on a une spécificité, je le dis à un certain nombre d'acteurs qui sont ici, agricoles et agroalimentaires. Il ne s'agit pas de nier la réalité, il ne s'agit pas d'un déni, mais tout simplement de reconnaître ce qui est aussi une singularité bretonne, et que si nous devons être contributifs, il faut peut-être qu'on le soit relativement et que sur d'autres champs, on aille plus loin pour que la Bretagne soit largement contributive aux efforts nationaux et européens. Donc, on a un haut conseil pour le climat, donc les experts, on a de la société civile, on a la population qui est avec nous et qui attend vraiment des actes forts politiques, je crois. Et puis, il y a un dialogue avec l'État, avec l'Europe, qu'il faut construire sur l'ensemble de ces problématiques. Et puis ensuite, il faut être dans les COP. Je me suis moi-même rendu à Glasgow pour la première fois, donc à une COP, c'était ma première. Il y en aura d'autres, évidemment, où il faudra que les régions, je le dis, soient encore plus présentes. Je dis les régions au sens, les régions du monde, soient encore plus présentes aux côtés des États pour faire inventer l'ensemble de ces problématiques. C'est vrai qu'on l'a vu tout au long de ces débats depuis ce matin. Quand on parle de souveraineté régionale ou territoriale, on parle de souveraineté européenne, évidemment. C'est un autre sujet. Je reviens sur ces objectifs, notamment de baisser notre dépendance énergétique à l'électrique et en tout cas d'aller sur l'obligation d'aller sur des énergies renouvelables. Je me retourne vers vous, Christine Lafay. Alors, pour bien dire, vous êtes sur la directrice de l'innovation NG Green. Donc, effectivement, on va parler éolien, mais on ne parle pas d'éolien offshore, on parle de parc éolien, on parle aussi d'autres choses. Mais voilà, on ne va pas pouvoir tout aborder dans tous les cas. Vous, justement, la notion de territoire, la Bretagne est le deuxième gisement éolien, je crois, de France, en termes de région venteuse. On l'a entendu ce matin par Loïc Chénet-Girard. Enfin, bientôt, le parc éolien de Saint-Brieuc va être actionné. Mais il s'avère qu'il y a déjà énormément de parcs éoliens en Bretagne et que vous êtes même déjà dans une étape de démantèlement pour certains, tout en allant sur effectivement d'autres solutions dont on va parler, notamment le photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon, un petit peu de comment NG Green approche justement ces réalités en Bretagne? Notamment, vous êtes labellisé, je crois, et c'est un label qui est très important pour vous. Oui. Déjà, en tout cas, merci. Et je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être dans cet événement et dans cette table ronde. Merci de m'avoir invitée. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse bien NG Green. Je vais rapidement présenter cette filiale d'Engie. Donc nous sommes la filiale d'Engie qui développe des projets ENR en solaire et en éolien, donc éolien terrestre uniquement. Et donc nous sommes aujourd'hui leaders sur ces deux technologies. Ça fait déjà plus de 20 ans en fait, qu'on développe des ENR avec NG Green. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un parc installé de 3,5 gigawatts. Grosso modo, ça fait la consommation annuelle d'à peu près 3 millions d'habitants. Donc c'est déjà pas mal. Mais on a toujours l'ambition de faire plus. Et là, on a 300 parcs en développement pour une puissance totale de 5,5 gigawatts. Donc on est vraiment dans cette volonté de développement des ENR. Ça, c'est au niveau national, avec 600 personnes. Un maillage territorial, vous le soulignez, c'est extrêmement important. Nous, nos projets, c'est des projets pour et avec les territoires.
Donc on doit le faire au plus proche en fait de nos parties prenantes. Donc on a 22 agences et en Bretagne on est présent, on a une 50aine de personnes qui travaillent sur la Bretagne avec 2 agences, une à côté de Rennes à la Mézières et une à Lorient, et on intervient donc sur tout le périmètre. Donc oui, cet historique déjà avec la Bretagne, puisque ça fait quand même un certain temps du coup qu'on travaille avec vous, puisqu'on a déjà des parcs en démantèlement après 20 ans d'exploitation, donc c'est assez remarquable. Donc aujourd'hui, on a 13 parcs en Bretagne, donc ça fait déjà quand même 78 éoliennes, donc essentiellement de l'éolien. Et en effet, donc on est rentré là dans une phase de renouvellement pour un certain nombre de parcs. Donc si je prends l'exemple donc, du parc qu'on est en train de démanteler à Plouerzel, c'est une belle histoire parce qu'en même temps, on est en train de voir comment on recycle en fait tout le matériel, les pales, les turbines qu'on va réutiliser en fait sur des projets en Irlande du Nord, les pales qu'on est en train de recycler complètement, et on a même, pour la petite histoire, récupéré des composants qu'on a transformés en tables et en chaises et qu'on a offert à la mairie de Plouerzel. Donc si vous passez par là, vous verrez en fait du mobilier qui est fait avec d'anciennes pales d'Engie Green. Et il y a une vraie volonté en fait de continuer en fait sur cette impulsion-là, et le fait qu'on soit en train de développer un projet de renouvellement, ça prouve aussi la confiance en fait du territoire et la satisfaction de notre collaboration sur les 20 ans passés, puisqu'ils nous font à nouveau confiance pour continuer. Mais je voulais juste revenir sur un point, effectivement, vous l'avez mentionné aussi, Madame Dolbeck, et vous aussi, Madame Chauviré, c'est, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur l'urgence climatique, sur les événements tragiques de cet été, mais du coup, je pense qu'il y a un mot important, c'est qu'à mon sens, il y a vraiment urgence maintenant à se développer et à développer les ENR pour plein de raisons. Et donc, il nous faut accélérer. Et c'est vrai que vous disiez, vous regardez ce qu'il faut faire et comment le faire, et moi, j'ai envie de vous demander aussi à quelle échéance. Parce qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui d'arriver à atteindre nos objectifs. On est en retard au niveau France, on est en retard en Bretagne aussi, même s'il y a eu des très très beaux efforts de fait, notamment dans l'éolien, mais on est quand même à moitié du chemin aujourd'hui. En solaire notamment. Alors en éolien déjà on est à la moitié du chemin, en solaire on est à 20% des objectifs SRADET. Alors je ne sais pas si vous avez revu les chiffres différemment, mais en tout cas voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai besoin d'accélérer, mais ce que je vous expliquais, c'est que accélérer pour nous, ça ne veut pas dire accélérer de manière complètement débridée et anarchique. Et la volonté, c'est de le faire encore une fois en complète coopération avec les territoires. Et on a développé en fait une méthode. On considère que du coup c'est une méthode qui nous aide à faire ce qu'on appelle des bons ENR. Donc on a labellisé cette méthode qui est donc le label TED comme transition écologique durable, et en fait qui s'appuie sur 3 axes majeurs sur lesquels on est en totale transparence avec justement l'ensemble de nos parties prenantes. C'est à la fois l'accompagnement des territoires, de la concertation jusqu'à après toute la vie des projets. C'est les enjeux autour de la biodiversité et de s'assurer qu'effectivement on est bien dans la préservation de l'environnement dans la durée là aussi. Et puis c'est notre contribution aussi sur la réduction des impacts carbone et du réchauffement climatique. Voilà. Marlène Dolbeck, je pense que vous vous rejoignez totalement sur ces objectifs. On parlait justement d'énergie solaire, de photovoltaïque. Vous êtes vous-même en charge des gares et donc de leur éco-construction également. Ça aussi, c'est des choses qui sont totalement dans vos cahiers des charges, le photovoltaïque, avec la possibilité de construction d'ombrières sur les parkings. Parlez-nous un petit peu de cette manière de travailler un peu en cohérence avec tous ces enjeux. Alors c'est vrai qu'on se positionne effectivement sur la gare bas carbone, mais plus globalement sur la construction et la rénovation bas carbone, avec une agence intégrée d'architectes, qui est la plus grande agence d'architecture française, qui a conçu une méthode MC2B, énergie, matière, climat, carbone et biodiversité, qui fait que pour chacun de nos projets, à la fois interne, SNCF et particulièrement Gare et Connexion, mais aussi ici, on sera le maître d'œuvre de la gare maritime de Saint-Malo, mais un peu partout dans le monde, on a cette vraie volonté effectivement de travailler l'éco-conception. Évidemment, le photovoltaïque, dans le cadre du mix énergétique sur lequel on est tous engagés, enfin, c'est vrai que le rapport RTE et tous les choix possibles nous ont aussi amené à se poser exactement les bonnes réflexions. En tout cas, pour notre part, c'est comme ça qu'on a construit les choses. Et effectivement, le photovoltaïque nous permet, encore faut-il
avec Enedis, qui est dans la salle, trouver les moyens de raccorder, etc. Parce qu'après, c'est aussi beaucoup de complexité technique, mais effectivement, il faut beaucoup d'engagement pour le faire et de volontarisme. Parfois, ne pas s'arrêter à tous les TRI au démarrage et au passage en conseil d'administration, voilà, parce que... Et donc, sur le sujet du photovoltaïque, on a choisi de partir avec un partenaire et un appel à manifestation d'intérêt a été lancé il y a quelques semaines. Il y a plusieurs répondants et le gagnant ce sera dans 3-4 semaines, début octobre, qu'on pourra l'annoncer. Ça passe en comité dans quelques jours. Effectivement, notre volonté sur les ombrières de parking, sur les toitures de nos gares, sur tout ce qui est aussi l'environnement de nos gares, c'est de pousser le photovoltaïque. Mais on veut aller plus loin. Pourquoi pas se dire que dans toutes les gares françaises, je peux demain recharger ma voiture électrique en ayant des bornes de recharge de voitures électriques. Alors, est-ce que ça sera lent? Est-ce que ce sera rapide en termes d'énergie? Ça, ce sont les techniciens qui nous aident à le dire, parce que tout ça aussi, c'est beaucoup de technicité et d'usage à développer. Mais effectivement, toutes ces réflexions, on les mène et on les porte, et avec toutes les entreprises autour de nous qui en sont les spécialistes, Engila, Enedis, enfin tous ceux qui sont effectivement nos partenaires sur les sujets, au moins dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, parce que chacun monte aussi en compétence très fortement sur ces sujets. Et ça, c'est important aussi qu'on ait des gens qui soient des scientifiques et des experts qui nous amènent à poser, parce que la technicité est parfois aussi très controversée. On l'a vu d'ailleurs, Hélène Chauviré, il y a peu de temps, ce qui a été annoncé, c'était que, alors sensibilisation a dit Michael Carnez pour le gouvernement, mais en tout cas qu'un climatologue allait former effectivement les membres du gouvernement. Ça veut dire qu'il faut encore y aller au niveau pédagogie. Peut-être que les entreprises ont même un peu d'avance sur notre gouvernement. La formation est importante et indispensable. Oui, la formation, c'est un pilier transversal de notre accompagnement au quotidien, parce qu'il faut d'abord reposer les constats qu'on a tous partagés ici, mais reprendre le temps de le partager en collectif, traiter les objections, faciliter les compréhensions. Et c'est ce socle commun qui va ensuite permettre de construire une stratégie saine. Si on ne prend pas le temps de cette formation, information, sensibilisation, éducation, parce que ça se fait à toutes les étapes de la vie, moi j'en apprends encore tous les jours et je peux évidemment encore en apprendre tous les jours, on pourrait risquer de tomber soit dans la malatténuation ou dans la maladaptation, c'est-à-dire de croire faire les bons choix et par manque de connaissances communes, finalement s'engager dans quelque chose qui pourrait être satisfaisant à court terme, mais qui pourrait encore aggraver la situation à long terme. Donc oui, ça fait partie de notre mission aussi, chez Carbone 4 et toutes les personnes qui luttent contre le changement climatique, de continuer de répandre tous ces concepts qui sont assez complexes. Finalement, si c'était simple, on les aurait résolus. Rappelez-vous, pour la couche d'ozone, on a réussi à se mettre d'accord avec le protocole de Montréal, enfin les États, mais on ne parlait que d'un seul gaz, ce qui provoquait un seul problème précis. Donc il y a cette complexité et vaut mieux prendre le temps de faire ses choix, même si l'urgence est là, je suis d'accord, mais pour faire des bons choix plutôt que de la malatténuation ou de la maladaptation. Alors je me permets de mettre un mot qu'on utilisera peut-être moins dans la journée, mais c'est le terme de culture. Alors d'éducation et de formation certes, mais la culture, je pense, Michael Carnez, il faut que ça rentre aussi dans la culture des concitoyens et des habitants dans une ville, de cette mobilité, justement, le transport collectif, de gare verte, parce que dans gare verte, il n'y a pas simplement le fait qu'il y ait du photovoltaïque ou de l'éco-conception ou éco-construction, on parle de lien social. On va en reparler avec vous aussi, de revitalisation de centre-ville, mais c'est une question de culture. Ça, il faut aussi sensibiliser les jeunes générations à cette façon de consommer la mobilité. Oui, il faut accompagner parce que c'est pas si simple que de se dire qu'on va prendre un car. Ça peut paraître étonnant ce que je vais dire, mais il y a éducation à la mobilité, un car, un train, et qu'à un moment donné, il va falloir changer, il va falloir... Bon, on me dira, les jeunes savent utiliser les applications, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, beaucoup d'études montrent que les jeunes savent aller sur Internet, mais ensuite, ils ne savent pas en faire grand-chose. Donc, en matière de mobilité, vous savez que cet été, on a lancé pour la deuxième fois notre dispositif de gratuité au bénéfice des moins de 26 ans, au-delà de permettre aux jeunes Bretons et aux jeunes Bretonnes de pouvoir parcourir la Bretagne et de vivre, je dirais, leurs loisirs au quotidien avec cette possibilité. C'est aussi une éducation à la mobilité.
évidemment. Et ce que nous recherchons, c'est d'en faire les clients de demain. Les clients de demain qui emprunteront naturellement l'ensemble des outils qu'on leur mettra à disposition. Et là, il s'agit évidemment de mailler les territoires, de faire des exercices de planification. Alors parfois, on parle d'infrastructure. Alors c'est vrai qu'avec la SNCF, avec Gares et Réseaux, on est habitué à des exercices de cette nature. On va rentrer d'ailleurs dans quelques semaines, je l'espère, dans l'exercice de planification du CPER, du contrat de projet État-région mobilité. Derrière, on va parler infrastructure, on va parler pôle multimodaux d'échange, on va parler évidemment de tous ces sujets-là, de l'électrification d'un certain nombre de nos lignes. Alors en Bretagne, on est plutôt, ça va, ça se passe bien, on n'est pas très en retard sur ces sujets, mais de matériel roulant, on va parler de tout ça. Mais derrière tout cela, c'est évidemment l'usage du quotidien. L'usage du quotidien et les chaînes de mobilité. Et là, le Conseil régional de Bretagne a une vraie responsabilité, mais au cœur des territoires, vous avez aujourd'hui des acteurs qui ont aussi reçu une responsabilité au travers de la loi LOM, qui est assez récente finalement, où tous les territoires de Bretagne, tous les EPCI doivent s'engager dans les mobilités du quotidien et travailler sur ces sujets. Donc pour la région Bretagne, on est responsable et on le revendique avec force, mais du côté des territoires, c'est un maillage fin qui doit être opéré avec de multiples possibilités qui peuvent être offertes. Transport à la demande, le car GNV bio peut-être ou hydrogène demain, le train qui va lui aussi muter vers de nouvelles énergies évidemment. En ce moment, on réfléchit beaucoup, on est en Bretagne, on est à Saint-Malo quand même, mais on travaille évidemment sur les bateaux du futur. Les bateaux du futur, ce sont nos bateaux à hydrogène de 10 à 15 ans, donc aujourd'hui ce sont de vrais sujets de révolution à la fois énergétique, mais aussi économique, financière et industrielle. Et il ne faut pas que la région Bretagne rate cette marche. D'autres pays d'Europe et dans le monde sont très engagés. Donc la responsabilité qui est la nôtre, c'est de porter d'une manière macro tous ces sujets et puis au cœur des territoires, accompagner les territoires, accompagner les élus locaux pour qu'ils travaillent sur les outils de démobilité, les tiers-lieux pour les usagers, pour les gens qui puissent travailler. On a parlé de la crise Covid et du télétravail. Donc ce fameux concept de la démobilité, la mobilité choisie, les aires de covoiturage, les mobilités douces, et tout cela doit faire sens, tout cela doit faire schéma de déplacement au cœur des villes. Donc on n'est pas au bout de nos peines, mais aujourd'hui la prise de conscience est telle que moi ce que je ressens vraiment, avec la responsabilité qui est la mienne depuis 1 an, mais avec l'expérience que j'ai depuis 20 ans d'élu local, c'est que tous les territoires veulent s'engager sur les mobilités choisies, sont prêts à agir. Évidemment que ça pose des enjeux de relations aussi avec les entreprises, je le dis, puisque derrière tout cela, il y a des exercices de planification, mais il y a des petits sujets d'ingénierie financière. Et évidemment que le versement mobilité est un petit sujet. Il y a des parlementaires qui sont ici. Moi, je pense que si on ne veut pas se mentir les uns et les autres sur ces sujets des mobilités du quotidien et des mobilités du futur, je le dis aux parlementaires qui sont présents, il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied sur effectivement les mécanismes de la loi LOM, les mécanismes de financement des mobilités, si on ne veut pas qu'on se retrouve tout simplement dans la situation d'avoir des collectivités qui sont compétentes, donc les régions de France en particulier, mais dans l'incapacité d'agir parce que n'ayant pas les ressources nécessaires pour le faire. Aujourd'hui, une collectivité comme un conseil régional de Bretagne ne peut pas lever le versement mobilité. Et les ressources qui sont les nôtres, continuer à rouler en SUV, continuer à consommer du gasoil, continuer à avoir de belles cartes grises, parce que ça alimente les caisses du Conseil régional. Autant vous dire que ça ne rejoint pas totalement les objectifs du Conseil régional de Bretagne, ni les autres conseils régionaux de France. Donc, derrière tous ces sujets, il y aura des enjeux du quotidien et des enjeux de discussion avec le gouvernement, avec la Première ministre qui connaît parfaitement ces sujets, le nouveau ministre aussi, pour que nous puissions regarder la capacité des uns des autres à agir, et notamment des territoires, pour tout simplement le quotidien de vie de nos habitants, qui ne soient pas obligés de déménager, qui ne soient pas obligés de prendre leur voiture individuelle pour aller au travail ou pour leur loisir, parce que malheureusement, on risque de revivre, je le dis, ce qu'on a vécu d'une certaine manière, une des plus grandes crises de société que nous n'ayons jamais vécues en France, la crise des Gilets jaunes, qui est quand même partie de cette problématique des hydrocarbures et du prix des hydrocarbures pour votre voiture individuelle.
Donc voilà, ce sont des sujets qu'il va nous falloir embrasser dans les semaines et les mois à venir au détour du contrat de projet État-région. Et un dernier mot, dans un contrat de projet État-région, on parle beaucoup d'infrastructures, on parle beaucoup de gares par exemple. Moi j'ai à cœur, et d'ailleurs normalement la loi le prévoit, mais que cette fois on le fasse vraiment de manière très forte, qui est bien une notice d'impact. Qui est une notice d'impact pour abattre le carbone sur ces sujets et qu'on regarde vraiment ce que le contrat de projet État-région va produire en la matière, en abattement du carbone pour les années à venir. C'est quelque chose qui est très important. Et donc ça me renvoie à la première question, pourquoi je suis premier VP en charge du climat et des mobilités, pour essayer de faire cela avec vous. Ça renvoie aussi pour le coup à ce que Marlène Dolvec expliquait dès le départ, c'est-à-dire que derrière une gare et derrière un maillage, toutes les questions que vous venez d'évoquer sont là aussi. On parle de gare verte, très bien. En réalité, on le voit, derrière, il y a des enjeux sociétaux. La culture aussi de la mobilité. La gare, aujourd'hui, incarne davantage qu'une infrastructure ou un non-lieu, comme on disait avant, comme les ronds-points, un lieu de passage, un lieu de transit. Au contraire, vous voulez faire des gares, des lieux de revitalisation des centres-bourgs, des villes. Et pour ça, justement, vous ne l'envisagez pas simplement comme ce lieu de transit, mais au contraire comme une espèce de site névralgique aussi pour une collectivité. Pour moi, la gare, d'ailleurs, on a qualifié notre projet place de la gare, comme la place du village. La gare, c'est un vrai lieu de vie. Et d'ailleurs, il faut que ça le soit pour donner envie d'y aller et donner envie de prendre le train. Je crois qu'on peut remarquer des évolutions extrêmement favorables sur les gares. La gare de Rennes, je croisais tout à l'heure René et Pierre Ruello qui nous accompagnent sur l'exploitation des commerces. Enfin, cette gare est juste incroyable. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Je m'y arrête tout à l'heure pour le retour. La gare Montparnasse, d'ailleurs, pour les Bretons, qui est aujourd'hui aussi une très belle gare, un vrai lieu de vie. Ça, on va parler de gares qui sont plutôt grandes, mais on développe aussi tous ces concepts de pousser les services, y compris dans des plus petites gares. On a des projets de maillage qui sont forts. D'ailleurs, on en parle régulièrement avec chaque vice-président de région et avec chaque président de région. Demain, ça sera la gare d'Hennebont. On a une guinguette dans une des gares bretonnes. On a tout un tas de tiers-lieux, d'espaces de coworking. En tout cas, il faut réinventer des usages qui fassent que les gares ne soient pas des lieux fermés. Alors évidemment, le modèle économique, puisque quand même le sujet c'était performance économique, il est très touchy, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'on n'a pas de vrai modèle économique à remettre beaucoup de vie, mais quand même, quand on s'organise, quand on collabore les uns avec les autres, quand on trouve des porteurs de projets et puis beaucoup de volonté territoriale, eh bien ça fonctionne et finalement ça coûte pas grand-chose à la fois à l'entreprise que je dirige, à la fois aux collectivités. Donc il faut absolument l'encourager. Moi j'en suis convaincue parce que vous parliez de RSE au démarrage dans ces histoires de performance économique, mais moi je fais partie de ces personnes qui sont favorables à rajouter un T à RSE. Vous parliez des gilets jaunes, mais je crois que ça a été aussi finalement l'exacerbation de ce que signifie territoire. Alors moi, je suis une femme des territoires, vous l'entendez peut-être un petit accent plus du Sud, mais enfin, moi, voilà. Et c'est vrai que RSE, T, pour moi, ça aurait beaucoup de sens, parce que le territoire, l'archipélisation de la société, pousser aussi la vie dans les territoires, je crois qu'il y a un retour à ça, exacerbé très fortement effectivement par les gilets jaunes, par la crise Covid. Mais je crois que la SNCF, en étant un acteur de proximité, là aussi a un rôle incroyable à jouer, à la fois avec les acteurs de TER en région qui sont sur le voyage, à la fois avec tous les transporteurs ferroviaires, y compris ceux qui rentrent sur le marché du ferroviaire, qui sont les nouveaux clients de Gares & Connexions. Voilà, mais moi je crois beaucoup à ça et parfois j'en viens à me dire que les gares ont un rôle à jouer contre l'archipel. Voilà. Bon, ça serait peut-être le titre d'un livre, mais je ne sais pas si je vais m'y lancer. Si Houellebecq est dans la salle, il aura une petite inspiration. Merci beaucoup. On n'a pas pu aborder le sujet, on a parlé de Gares & Connexions, mais c'est vrai que c'est un autre sujet, mais on a quelques questions quand même en Bretagne sur le fret ferroviaire pour les entreprises. Voilà, ce serait un autre sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Ce qu'on voit aussi, c'est petit à petit notre réseau, notre maillage de transport, notamment ferroviaire, faire un peu marche arrière pour aller en avant, c'est-à-dire s'arrêter de nouveau à des gares où il ne s'arrêtait plus, parce qu'on a effectivement besoin d'être en proximité et que les gens ont besoin de sentir, notamment auprès de la SNCF et de la gare, qu'elle est là à leur côté. Et dans les petites villes comme dans les grandes. Donc vous parliez de gare Montparnasse et tout ça, mais c'est vrai que pour le coup, on pense aussi à des gares un peu désaffectées qui mériteraient sans doute
de reprendre vie. Et surtout ça, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'enjeux, beaucoup de volontarisme, beaucoup d'engagement, mais quand même le nerf de la guerre, hein, notamment sur l'infrastructure ferroviaire. Et je vois le collègue de réseau qui est là, hein, qui s'occupe des voies, c'est quand même le financement. Et ça coûte extrêmement cher, l'infrastructure ferroviaire, même si on fait tous les efforts de productivité inimaginables pour être le plus compétitif possible. Et ça, et depuis que nous sommes en plus des sociétés anonymes au sein du groupe ferroviaire, c'est vraiment intrinsèquement porté par cette entreprise et par les 7 filiales que nous formons. Mais néanmoins, le nerf de la guerre de l'infrastructure ferroviaire, c'est l'argent. Ça coûte incroyablement cher. Voilà. Mais sinon, évidemment, inaugurer une nouvelle gare, c'est évidemment un immense plaisir quand on peut le faire. Bon, nous, on a des soucis avec nos chauffeurs de bus aussi pour la rentrée. Mais on est quand même sur cette question de performance économique, écologique au service des territoires. Tout est là. Hein. On ne va pas refaire le monde maintenant. En tout cas, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir, en substance, essayé d'aborder ce sujet-là. Je suis obligée d'être très réglo sur le timing parce qu'on enchaîne sur d'autres. Merci à vous 4, en tout cas. Merci beaucoup.